Abordons maintenant la partie concernant l'ingénierie système. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un système, ce qui nous permettra de définir le cadre d'études durant toute notre année en sciences de l'ingénieur. On peut définir un système comme un ensemble d'éléments en interaction entre eux et avec l'environnement de manière à créer un assemblage destiné à satisfaire un besoin. Donc c'est le même besoin qu'on a défini plus tôt qui permettait de définir l'objectif d'une entreprise. Mais on peut quand même dire qu'un système n'est pas un simple ensemble de composants, mais qu'au final il y aura des flux d'informations, d'énergie et de matière échangées entre les composants qui seront essentiels à son comportement global. En sciences d'ingénieur, nous parlerons par du temps de systèmes complexes. Et un système est dit complexe lorsque les interrelations liant les composants sont assez complexes, c'est-à-dire qu'elles sont multiples, interdépendantes et bouclées. Autrement dit, le comportement global n'est pas donné directement par le comportement élémentaire de chaque composant que l'on pourra additionner. Pourquoi utiliser l'ingénierie système? Alors là, ce que je vais vous donner, ce sont des chiffres qui datent un peu, mais qui font référence dans le domaine. On peut montrer que des études faites dans les années 1990 montrent que la plupart des projets n'aboutissent pas, la plupart du temps à cause de surcoûts. Finalement, on se rend compte qu'une faible proportion des projets aboutissent, seulement 16%. La même proportion sont terminés dans les temps, alors que les autres projets complémentaires prennent beaucoup de retard. D'où l'intérêt de modéliser l'ingénierie système, les attentes d'un système pour pouvoir répondre mieux au cahier des charges et c'est d'augmenter cette proportion de projets qui vont se terminer dans les temps. Alors, cette étude montre que les 3 principales causes de non-aboutissement de projets sont le manque de prise en compte des utilisateurs, le fait que les exigences et les spécifications étaient incomplètes et des changements d'exigences et de spécifications au cours de la conception. Là, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples de flops industriels de ces années-là, années 90-2000, voire même, non, plutôt seconde partie du XXe siècle et début du XXIe. Dans les questionnaires, je vais vous demander à quoi faire référence ces différentes images et pendant le cours, nous débrieferons tout cela. Première image, deuxième image, troisième image, quatrième image, cinquième image. Donc là, vous pouvez répondre au questionnaire Socrative. Donc qu'est-ce que l'ingénierie système? Maintenant qu'on a défini un système, c'est donc une approche scientifique interdisciplinaire dont le but est de formaliser et d'appréhender la conception des systèmes complexes avec succès. Le but est d'analyser les échecs antérieurs afin d'apporter des solutions pour éviter qu'ils ne se reproduisent. En ingénierie système, la définition du système comporte celle de ses sous-systèmes et constituants et de leur interface, et celle des processus de leur cycle de vie, permettant de concevoir, produire, vérifier, distribuer, déployer, exploiter, maintenir en condition opérationnelle et retirer du service les produits. Spécification du besoin. La mise en œuvre du cahier des charges consiste à déterminer les besoins du client. Déterminer, ça veut dire définir et caractériser. Caractériser, ça veut dire chiffrer. Le cahier des charges spécifie là où les fonctions attendues du produit. Les critères de performance et leur niveau associé. Ce document doit être le plus exhaustif possible. C'est là la difficulté de l'ingénierie système. On a l'habitude d'utiliser des outils pour formaliser tout ça, notamment des tableaux, ça s'y prête bien. On exprime le besoin, ça c'est la définition du besoin. Et ensuite, le caractériser, c'est donner un critère qui est généralement une grandeur scientifique, une grandeur physique, et une valeur. Chaque critère doit être chiffré. Voilà le tableau, à quoi il peut ressembler. Là, il s'agit d'une expression, d'une caractérisation du besoin pour le Google Bike. Un exemple avec là, bien entendu, une liste non exhaustive. On parle d'autonomie, le critère associé, la durée, la valeur, 2 heures. La fonctionnalité est l'équilibre du système qui puisse fonctionner tout seul, par exemple. La valeur, c'est la stabilité avec la présence d'une personne. Donc là, on verra plus tard dans l'année que c'est une valeur puisque c'est un critère quantifiable, la stabilité. La capacité de transport, avec la masse à emporter, on peut donner la masse à emporter allant jusqu'à 100 kg par exemple. Petite remarque, l'acteur de la définition du besoin va dépendre du système, ça va dépendre du type de produit à concevoir. Exemple, pour une cafetière à capsule type Nespresso, c'est un produit marketing, la spécification du besoin généralement vient d'un résultat d'enquête. Pour un système à haute technicité, notamment pour exemple un turboréacteur de gros porteurs type Airbus A380, la spécification proviendra des ingénieurs. Et ensuite, on a un produit mixte, tel que par exemple un véhicule de tourisme, c'est une Clio. La spécification du besoin proviendra du marketing et des ingénieurs. Voici également le cadre dans lequel on va se situer, qu'on appelle le triptyque système souhaité, réel, simulé. Les systèmes complexes qu'on étudiera, nous allons les observer selon 3 points de vue différents, qui sont représentés par les ovales ici, donc système souhaité, système simulé, système réel. On aura donc respectivement le domaine du commanditaire, de la simulation et du laboratoire.
Et pour chaque domaine, on aura des performances. Dans le système souhaité, des performances attendues, désirées, qui seront issues du cahier des charges, du client par exemple. Enfin, tout dépend de la technicité du système. Pour le domaine de la simulation, ce seront des performances simulées. Et pour le domaine réel, des performances mesurées. L'objectif est de s'intéresser aux écarts entre ces trois types de performances. Et l'objectif est de réduire ces trois écarts. Bien entendu, en amont, l'écart qu'on souhaite réduire, c'est l'écart 1, puisqu'on souhaite que le système réel qu'on aura produit in fine soit le plus proche des performances attendues. Donc pour réduire cet écart, l'idée c'est de dire je vais réduire les deux autres écarts. On va procéder de cette façon-là. L'intérêt c'est d'avoir un système simulé qui nous permettra plus facilement de réduire cet écart-là. Le système simulé, c'est ce qu'on va appeler un modèle, une représentation du système réel. Alors on verra qu'il y a différents types de simulations, des simulations analytiques, numériques, mixtes, on verra tout ça plus tard. Et ça sera l'objet en fait finalement de l'étude qu'on va faire en classe préparatoire aux grandes écoles. Ces différents écarts seront étudiés durant les cours TD et TP. L'intérêt des travaux pratiques, on verra au second semestre, est d'avoir en possession un système réel. On pourra donc s'intéresser à la caractérisation des écarts 1 et 2, sachant que l'écart 3, on pourra facilement l'étudier en cours TD-TP. Et on verra qu'on abordera tout ça durant toute l'année. Alors un système s'étudie durant toute sa vie. Alors généralement, on pense tout de suite à la phase d'utilisation du système, qui est en fait une petite partie du cycle de vie du système. Là, vous avez un schéma qui vous montre les différentes phases de vie du système. Et quand on fait une conception d'un système, il faut penser à toutes ces phases. On commence en amont avec une analyse du besoin qui va nous permettre d'établir un cahier des charges fonctionnel, la conception du système, l'étude des matières premières, l'industrialisation, c'est-à-dire sa fabrication en série, son homologation, sa validation, son transport, sa commercialisation, l'utilisation du produit et enfin la fin de vie du produit, c'est-à-dire son élimination et son recyclage. Différents process de conception existent pour optimiser la conception des systèmes. L'ingénierie système est la démarche qui étudie cette démarche de conception. Une démarche de conception pertinente est la démarche en conception en V. On va voir ce que ça veut dire. Donc les différentes étapes de conception vont en fait être réalisées en V. Donc on va commencer par définir les exigences, réaliser une conception structurelle, organique du système, réaliser une fabrication, une intégration, une validation de l'intégration, une validation du système. Les différents écarts vont être à chaque fois au cœur de ce système, sachant bien entendu les performances mesurées se feront uniquement dans la validation du système et les performances simulées pourront apparaître dès la conception structurelle. Et c'est cette étude des écarts qui va nous permettre d'optimiser ce cycle de conception. Alors ces démarches permettent de diviser le système complexe en sous-composants, c'est ce qu'on étudiera aussi durant l'année. Et les phases de validation sont primordiales pour valider la conception finale. Et on peut réaliser des cycles d'itération. La démarche d'étude en MPSI, PSI se situe dans le cadre ici, c'est-à-dire définition des exigences, conception structurelle et validation du système. Tout le reste ne sera pas abordé durant ces 2 années. Un exemple pour illustrer tout ça est l'étude d'une éolienne flottante qui devrait être mise en service horizon 2022, alors qu'initialement ça va être prévu en 2020. Bon, bien entendu, une pandémie est passée par là. Les enjeux climatiques, je pense que vous en avez tous conscience, sont importants. Et différents projets de fermes éoliennes sont en étude, et notamment un projet d'une ferme flottante au large du golfe de Fos, en Méditerranée, dans le sud de la France. La difficulté qu'on a en France de mettre en place des éoliennes flottantes provient de la nature des fonds sous-marins. En France, les fonds sous-marins ont tendance à plonger très proche des côtes, contrairement aux pays scandinaves où le plancher océanique est très peu profond. Donc une solution consiste à utiliser des systèmes flottants, contrairement à certaines éoliennes offshore, c'est-à-dire en dehors des côtes, qui sont fixées dans le sol, puisque le sol est très peu profond. Et donc c'est l'étude qui a été menée par l'IFP Énergie Nouvelle, donc c'est une entreprise d'ingénierie qui a une étude qui se situe dans la région lyonnaise, et SBM Offshore qui est une société spécialisée dans les structures offshore qui est néerlandaise, et le projet s'appelle Provence Grand Large. Donc voilà la localisation géographique du projet. Ici on a un outil du cahier des charges fonctionnelles qui permet de caractériser les besoins du système. Alors pour vous situer un petit peu les ordres de grandeur, donc voici la taille de l'éolienne. Donc ici on a le mât de l'éolienne, la turbine avec les 3 pales, un flotteur, et ici donc on a 3 segments qui sont grossis, qui représentent en fait des ancrages qui vont être maintenus dans le sol. Donc ça c'est le flotteur qui sera presque complètement immergé dans l'eau. Donc pour vous donner la taille, on a 118 mètres du bas du flotteur à l'axe
d'éoliennes, sachant que les pales font 63 mètres. Pour vous donner la taille, on peut comparer ça aux différentes tours qu'on retrouve à Lyon. La tour de la Part-Dieu, que je pense que vous connaissez, qui fait 165 mètres. La tour In-City, 202 mètres en haut du mât. Vous voyez qu'on est dans l'ordre de grandeur ici à peu près. Si on s'amuse à placer l'éolienne au niveau du quartier de la Part-Dieu, voilà un petit peu ce que ça donne quand on fait une mise à l'échelle. Donc ce sont des éoliennes qui seront d'environ 10 MW de puissance nominale, qui est quand même des éoliennes assez importantes. L'intérêt d'avoir des éoliennes offshore, c'est qu'on va maximiser en fait la puissance moyenne utilisée. Donc une étude a été réalisée pour ce système-là. Donc c'est une étude que j'ai réalisée pour un sujet de concours. Et donc l'entreprise avait un dispositif expérimental, miniature. Et donc on a réalisé une étude numérique. Donc là, vous avez le domaine réel, mais simulé, mais c'est quand même le domaine réel. Et là, le domaine simulé. L'objectif était de vérifier la stabilité, la position des lignes d'ancrage pour garantir la stabilité du système. Et en fait, on arrive à trouver un certain angle pour garantir que l'éolienne flotte tout le temps et ne tombe pas. Donc voilà typiquement le genre de problème qu'on peut chercher à résoudre.